Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 25. Le commandant Borel avait une certaine aura au sein du commissariat où il se trouvait depuis plusieurs années. Il était respecté de la plupart des hommes et des femmes qui composaient l'effectif. Malgré cela, sur cette affaire, il ne put pas mobiliser toutes les forces dont il disposait. Comment expliquer à certains la direction étrange prise par une enquête déjà bien compliquée? L'affaire Ménestrel, en effet, ne laissait personne indifférent dans les bureaux, et nombreux étaient ceux qui avaient des théories sur le sujet. Les mois provoqués par la disparition du lieutenant Socan et du major Simon auraient peut-être été de nature à mobiliser tout le monde, mais à quel prix? Et surtout, pour quelle efficacité? Le commandant préféra donc réunir 3 agents en qui il avait pleine confiance pour l'aider dans ses recherches officieuses. Naturellement, de son côté, Fred ne se laissa pas écarter et Borel l'intégra à l'équipe de mauvaise grâce. Ce n'est pas ton domaine. Avait tenté le policier. Ouais, mais ce sont mes amis, et sans moi, tu n'aurais rien orienté de tes recherches. Avait répondu le légiste en fixant son interlocuteur avec un regard de tueur. Ils étaient donc 4 ce matin-là, à l'aurore, dans une des salles du commissariat à écouter les explications du commandant dans un silence quasi religieux, matiné de doute et de surprise. Le premier d'entre eux se nommait Étienne Lemoine, un ancien, arrivé là avant Borel. Il avait, envers ce dernier, une petite dette contractée à l'occasion d'une interpellation un peu maladroite. À l'opposé, Claire Dufresne était nouvelle dans la boutique, mais elle avait manifesté dès son arrivée un engagement et une loyauté à toute épreuve. Entre les deux, Julien Morel était l'archétype du flic droit qui maîtrisait tous les aspects réglementaires du métier, ce qui lui permettait de s'en affranchir parfois en les détournant. Il avait pour Borel un respect, voire même une admiration que personne, pas même l'intéressé, ne s'expliquait vraiment. Quand il eut terminé l'exposé des faits et les conclusions qu'il en avait tirées, le commandant se tut et observa chacun de ses hommes pour être prêt à gérer leurs réactions. « Je ne m'attendais pas à cela », avoua Claire sur un ton proche de la sidération. Julien approuva d'un geste de la tête. Étienne, pour sa part, chercha à rationaliser l'ensemble. « Ouais, on doit retrouver des allumés qui se prennent pour des sorciers. » Borel pensait que tout cela était plus subtil, mais cette interprétation simpliste ferait l'affaire pour le moment. Il acquiesça donc et enchaîna. Plusieurs points. Nous laissons les autres travailler normalement pour la recherche de nos collègues et nous allons nous concentrer sur quelques actions. Il alluma le vieux vidéoprojecteur qui se trouvait là et projeta sur le mur blanc une carte de la région qu'il avait préalablement préparée. On pouvait y voir différentes marques. Première piste. Avec un collègue du docteur Castella, nous avons essayé de repérer dans des endroits qui, dans un rayon de 20 km autour du lieu de l'enlèvement de Socan et de Simon, seraient susceptibles de voir pousser de la datura. Elle demande des conditions particulières et n'est pas forcément présente en quantité dans la région. Après une première évaluation, nous avons déduit le nombre de lieux intéressants en tenant compte des habitations et autres bâtiments autour et en prenant le pari que les salopards que nous cherchons vont éviter les lieux de part trop fréquentés. Il nous reste 4 lieux. Borel les désigna sur la projection. Nous allons nous y rendre. Morel soupira. Il fit remarquer que la méthode était des plus étranges et elle lui semblait un peu convaincante. Borel ne chercha pas à contester. Il reconnut même que cela pouvait sembler amateur, avant de préciser. Seulement, le temps nous est compté et je ne veux rien laisser passer. Cependant, sachez que nous n'allons pas nous contenter de cela. Et j'en viens au deuxième point. Abandonnant la projection sur le mur, il s'approcha de ses collaborateurs, mit le pied sur une chaise et appuya son coude sur sa jambe. Nous savons que le lieutenant Socan et le major Simon, au cours de leur enquête, ont été conduits
à s'intéresser au magasin L'Oriflamme Sacré. L'oriflamme sacré? Intervint Claire. Ce n'est pas ce petit boui-boui où l'on trouve tous les tarés de la ville qui croient aux fantômes? Contrarié d'être interrompu, Borel jeta un regard noir à la jeune policière. Cette dernière baissa les yeux. Toutefois, il prit le temps de répondre. C'est bien ça. Bien que la question traversât l'esprit des 3 policiers présents, personne n'osa, après la réaction du commandant face à Dufresne, demander des précisions sur le pourquoi et le comment on en était venu à s'intéresser à ce lieu pour le moins spécial. Et Borel poursuivit son déroulé. La propriétaire du lieu se nomme Marion Florence. Elle n'a jamais eu affaire à la justice. Pourtant, je sais que c'est elle qui a fourni la piste la plus sérieuse à nos collègues. Je vais donc aller l'interroger directement. Il se redressa, toisa son équipe et demanda s'il y avait des questions. Étienne leva la main. On sait ce que les collègues faisaient rue Malfosse. Oui, on le sait. La réponse était un peu courte, mais voyant que le commandant n'allait pas aller plus loin, le moine fit un petit geste des épaules et eut un regard insistant. Borel resta campé sur sa position, concédant simplement que, pour l'instant, il n'avait pas besoin d'en dire plus. Le vieux flic soupira mais n'insista pas. Bien. Reprit Borel. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, voilà comment nous allons procéder. Je vais l'interroger Madame Florence. Pendant ce temps, Dufresne et Morel, vous allez inspecter ici. Il se leva et indiqua un premier point sur la projection de la carte. Et là. Il en montra un second. Le moine, vous prenez le docteur Castel avec vous et vous allez investiguer ici et là. Il désigna les 2 autres endroits. Tenez-moi au courant en temps réel. Pour ma part, je vous informerai si l'entretien avec Marion Florence nous conduit à revoir notre action. C'est bon pour tout le monde? Il y eut une approbation générale et Borel donna le signal du départ. En suivant les sons qui les avaient tant intrigués, Solange et Isaac se trouvèrent bientôt à l'orée d'une toute petite clairière au milieu de laquelle se déroulait un spectacle très étonnant. Un homme qui leur tournait le dos était cerné par un petit groupe menaçant de personnages qui avaient tous le visage peint en blanc, les yeux et la bouche cernés de noir. Le malheureux, en mauvaise posture, cherchait visiblement un échappatoire, mais chaque fois qu'il faisait une tentative pour s'enfuir, un de ses agresseurs lui barrait la route, prêt à en découdre. L'homme reculait alors et cherchait un autre moyen, toujours en vain. Les membres du groupe semblaient s'amuser beaucoup de cette situation, et à chaque échec de leur proie, ils se lançaient des regards complices et éclataient d'un rire malsain. « On devrait peut-être l'aider ?» suggéra Isaac. Oui, Approuva Solange. mais comment? Nous ne sommes pas en force. Tandis que les 2 policiers cherchaient la meilleure façon d'intervenir, la situation de l'homme devenait de plus en plus critique. Les GD qui l'entouraient ne se contentaient pas de lui bloquer le passage. Ils s'approchaient maintenant de lui, réduisant à chaque seconde son espace de liberté. Lorsque Solange prit conscience de la situation, elle sut que l'heure n'était plus à la réflexion. Restez là pour l'instant. Dit-elle au major. Et le moment venu, je vous fais confiance pour intervenir. Le moment venu? S'étonna Isaac. Mais c'est quand le moment venu? Ne faites pas de soucis, vous le comprendrez rapidement. On se retrouve près des marques. Simon n'eut pas le temps de demander d'autres précisions. Solange s'était déjà levé et s'éloignait par la droite. Il s'ensuivit un moment de battement au cours duquel le major Simon se posa 1000 questions. Il restait focalisé sur la clairière et ne pouvait que constater que l'homme était de plus en plus en péril. Et puis, d'un seul coup, à l'opposé de cette clairière, Sokan apparut. Elle attrapa une pierre au sol et la jeta sur l'agresseur qui était le plus proche d'elle. Le projectile vint frapper sa cible en pleine tête et la fit hurler de douleur et de surprise. Le choc fut assez violent pour faire vaciller l'homme au visage peint qui, machinalement, porta la main derrière son crâne. Il saignait. Il se retourna pour chercher à comprendre ce qui venait de la frapper. C'est à ce moment seulement que les GD remarquèrent la présence de la policière. Ils parurent surpris et cette surprise se mua rapidement en colère. Semblant oublier l'homme qui pourtant était à leur merci, ils se jetèrent à la poursuite de Solange. Elle ne les attendit pas et prit la fuite dans la forêt, espérant ainsi avoir une chance de leur échapper. De son poste d'observation, Isaac comprit à ce moment quelle était l'idée du lieutenant. Il la trouvait totalement folle et déraisonnable, mais à ce stade d'exécution, que faire d'autre que de suivre? Tous les agresseurs n'avaient pas abandonné leur victime. L'un d'eux était resté pour veiller sur l'homme. Par chance pour le major, le consciencieux lui tournait le dos et, étant désormais seul, maintenait toute son attention sur l'homme. Ce dernier, pour sa part, visiblement épuisé, ne tentait même plus de fuir. Isaac attrapa un bâton et sortit doucement de sa cachette. Un
pas de loup, il s'approcha et d'un geste ferme et violent frappa le GD à l'arrière de la tête. Mauvaise surprise. Malgré la parfaite exécution de l'assaut, malgré la brutalité du geste, l'homme au visage peint tressaillit à peine. Il fut surpris, certes, mais il tressaillit à peine. Lentement, il se retourna pour découvrir derrière lui un major Simon tétanisé, l'arme de son forfait encore à la main. La dureté des traits du visage du GD, la lumière vile qui brillait au fond de ses yeux et le rictus nerveux qui se dessinait sur le coin de sa bouche glacèrent le sang de Isaac. À ce moment précis, le policier avait 2 certitudes. Il avait échoué dans son attaque et le prix qu'il allait devoir payer était énorme. Le seul élément qu'il avait oublié, c'était la réaction de l'homme qui se tenait derrière son bourreau. Alors qu'il tournait le dos à son dernier geôlier, sentant parfaitement sa présence derrière lui mais refusant de l'affronter, il avait entendu un bruit, un coup dont il n'avait pas saisi l'origine. Il s'était retourné et en voyant Simon sorti de nulle part se tenir penaud devant son sinistre gardien qui désormais ne le surveillait plus du tout, celui qui, quelques instants auparavant, n'était plus qu'un mort en sursis, avait retrouvé un espoir qui allait tout changer dans les minutes à venir. C'est sans la moindre hésitation qu'il se lança contre le GD et le bouscula violemment. L'action fut tellement rapide et tellement puissante que l'homme au visage peint perdit l'équilibre. Étonnamment, cette nouvelle attaque se montra plus efficace que la précédente, qui pourtant avait été plus virulente. Il ne fallait cependant pas perdre une seule seconde. L'effet de surprise n'allait pas durer. « Sauvons-nous » hurla l'homme. En s'élançant vers la forêt, il attrapa au passage le bras d'Isaac et le tira vers lui. Ils quittèrent la clairière avec suffisamment de vélocité pour ne pas laisser le temps à l'homme au visage peint de les poursuivre. Ils ne s'arrêtèrent pas pour le vérifier et sans doute, s'ils l'avaient fait, la réaction de ce dernier aurait surpris le major. L'homme se releva, s'épousta négligemment les épaules et jeta un simple regard en direction de l'endroit par où les fuyards avaient disparu. Il eut un sourire bien difficile à interpréter et en sifflotant, partit dans la direction opposée. Castella regarda le moine avec un air inquiet. Les 2 hommes venaient d'arriver sur le premier lieu que leur avait attribué Borel et franchement, le médecin n'était pas certain de savoir ce qu'il faisait là. Le policier était moins perdu, et il semblait savoir parfaitement ce qu'il cherchait en scrutant les alentours. Il se trouvait au milieu d'un terrain vague, bordé de quelques arbres malades qui entouraient un bosquet défraîchi. Quelques engins de travaux publics témoignaient que le lieu était sans doute en sursis. « Dans 6 mois, il y aura des immeubles ici », lâcha Étienne. « Ah ouais? Qu'est-ce qui le fait dire cela ?» questionna Fred. « Ça... » Le policier fit un signe de la tête en direction d'un panneau auquel le légiste tournait le dos et sur lequel on trouvait les détails d'un permis de construire. « C'est sans doute pas le lieu que nous cherchons, » dit Castella désabusé. « Attendez, docteur. Avant d'être certain, on va aller faire un petit tour dans le bosquet là-bas. » La première chose que les 2 hommes remarquèrent en entrant dans le sous-bois furent les restes d'un feu. Le moine s'en approcha et s'accroupit pour l'observer de près. « C'est récent. »« Super. On a des jeunes qui sont venus faire un pique-nique. Cela va nous aider à retrouver Solange. » Sans se soucier des moqueries du légiste, le policier continuait d'observer les lieux avec attention. Il se releva d'un seul coup et regarda le sol avec insistance. « Regardez cela !» Comme le jour se levait à peine et que sous les bosquets il régnait encore une demi-pénombre, Fred ne les avait pas vus. Sans le sens de l'observation d'Étienne, il serait sans aucun doute passé à côté avec la plus totale innocence. Et pourtant, les dessins étaient bien là. Des formes complexes, géométriques, tracées sur le sol à l'aide d'une sorte de poudre que Fred ne reconnut pas. Étienne en prit un peu entre ses doigts et les porta d'abord à son nez, puis à sa bouche. « C'est de la farine, » dit-il en faisant une grimace et en recrachant. Bien que les connaissances de Fred sur les rites vaudous n'étaient pas encyclopédiques, il comprit immédiatement de quoi il s'agissait. Il l'avait évoqué avec Paul précédemment. « Bon sang, des vévès !» À voir la tête que faisait le moine, il était clair qu'il ne comprenait pas de quoi parlait le légiste. Les idées se bousculant dans la tête de ce dernier, il alla à l'essentiel. « Ce sont des dessins faits par les prêtres vaudous au moment de la cérémonie. » « Bon sang, mais alors, nous sommes sur la bonne piste ?» De par son métier, Isaac était entraîné souvent à l'endurance et au sport de combat. Pourtant, cette fois-ci, il était prêt à crier pitié. Sans se retourner, ils avaient laissé la clairière derrière eux, et malgré l'épaisseur de la forêt, ils n'avaient pas ralenti l'allure.
compagnon de fuite était devant lui et ne semblait pas décider le moins du monde à s'arrêter. Le major cherchait à le raisonner. C'est bon, c'est bon. S'époumonna-t-il. Nous sommes assez loin, il n'est pas derrière nous. Ce n'est qu'après avoir lancé l'affirmation qu'Isaac se retourna pour vérifier si oui ou non ils étaient poursuivis. La chance était avec lui, il ne l'était pas. Il se plia en deux et posa ses mains sur ses jambes pour reprendre sa respiration. L'homme arrêta également sa course et lui aussi laissa alors apparaître des signes d'essoufflement et de fatigue. Isaac fut soulagé de ne pas être le seul à se retrouver en difficulté. Quand le policier se redressa enfin et fit quelques pas en direction de l'autre fuyant, quand il prit le temps de le regarder vraiment, il ne crut pas ce qu'il voyait. Monsieur Ménestrel? C'était bien le mari d'Alice qui se tenait là devant lui, peinant encore à reprendre sa respiration. Isaac ne lui laissa pas l'occasion de répondre à sa question et en posa une seconde. Mais que faites-vous là? Comment êtes-vous arrivé là? C'est une longue histoire. Répondit le bûcheron entre deux souffles de souffrance. On n'a peut-être pas vraiment le temps. Où est votre collègue? Le major parut être surpris par cette question qui venait là à un moment étrange, mais il ne releva pas et expliqua en quelques mots ce qui avait été convenu, ou plutôt décidé par le lieutenant. Les deux hommes se mirent immédiatement en recherche du point de rendez-vous. Isaac réalisa à ce moment-là que ce ne serait pas forcément évident de retrouver Giraud et Sokan. Dans la fuite, il avait perdu ses points de repère. Il se demanda donc dans quelle direction il devait partir, mais à sa grande surprise, sans attendre et sans rien demander, Ménestrel se mit en marche. Intrigué, le major hésita à faire une remarque à Sam, mais il préféra se retenir et attendre. Il suivit donc le bûcheron, et après 1 ou 2 minutes de marche seulement, ils retrouvèrent Marc Giraud toujours à demi inconscient. Solange n'était pas là, ce qui inquiéta Simon, mais visiblement pas Ménestrel, qui se focalisait immédiatement sur Giraud. Cela me fait plaisir de le voir en piteux état, ce gros connard. Lança-t-il en regardant avec mépris le malheureux blessé. Ce n'est pas le moment de régler vos comptes. Le lieutenant n'est pas là et c'est plutôt inquiétant. Le bûcheron le reconnut, mais ne put s'empêcher de cracher par terre, juste à côté de Marc, avant de s'en désintéresser. Vous deviez vous retrouver ici, c'est cela? Oui, j'espère qu'elle a réussi à fuir ses poursuivants. C'était une bonne idée, la petite diversion. Risquée, mais malin. C'était une idée du lieutenant, et croyez bien que si elle m'en avait fait peur avant de la mettre en œuvre, je ne l'aurais pas laissé faire. Et vous auriez eu tort. Intervint une voix féminine derrière lui. Isaac sentit son cœur s'accélérer et en se retournant fut soulagé de voir que Solange se tenait là, visiblement fatigué mais indemne. Le major aurait pu se jeter dans ses bras tellement il était heureux de retrouver sa collègue, mais il se retint et se contenta d'une fausse menace. Ne me faites plus jamais cela. Solange eut un petit sourire complice et se retourna vers Ménestrel. Alors, c'était bien vous. Il m'avait semblé vous reconnaître tout à l'heure quand j'ai fait diversion. Mais j'avais encore un doute. Solange ne paraissait pas plus surprise que cela de se retrouver ainsi face au mari d'Alice. Mais ce n'était qu'une apparence, car en fait, des centaines de questions se bousculaient dans sa tête. Elle les résuma en une seule, la même que celle qu'avait posée le major Simon quelque temps plus tôt. Comment êtes-vous arrivé là? Il fut facile de lire l'embarras de Sam sur son visage, et si avec Isaac il lui avait été aisé d'éluder la question, avec le lieutenant l'esquive serait plus difficile. Cela se vérifia immédiatement. Solange croisa les bras et attendit déterminée une réponse à son interrogation. Je suis comme vous, je ne sais pas vraiment comment je suis arrivé là. Nous avons été enlevés lors d'une rencontre avec les membres d'un groupe adepte du vaudou. Voilà comment nous sommes arrivés là. Et vous? Insista une nouvelle fois Solange. Sam se racla la gorge. J'avais un rendez-vous, et quand je me suis rendu, j'ai été, comme vous, enlevé. Je me suis réveillé dans une sorte de hangar d'où je me suis enfui. Il y avait dans cette réponse plein de propos susceptibles de faire rebondir la policière. Mais elle resta focus sur la ligne de son premier questionnement. C'était avec qui, ce rendez-vous? Ménestrel aurait souhaité que le lieutenant s'interrogeât sur le hangar ou sur la manière dont il s'en était enfui. Cette persistance à vouloir savoir comment il était arrivé là lui posait un vrai problème. Il se décida cependant à dire sa vérité. Avant tout, Dit-il, je dois vous avouer quelque chose. À suivre.